Donc, je vais démarrer cette conférence sur le premier chapitre des Amours impossibles, sur le thème de comment être en relation avec une personne qui est soit mariée, soit indisponible, soit inaccessible. C'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, ce qui est commun à ces trois thèmes, c'est que la personne qui dit vivre en relation avec quelqu'un qui est indisponible s'en plaint en général. Et c'est pour ça que bien souvent, ces personnes-là viennent me consulter. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un thème. Voilà, un thème de conférence que je vais développer déjà en regardant et en vous donnant des éclairages sur qu'est-ce qui conditionne la personne à rester en souffrance dans ce type de relation. Parce que si elle ne s'en plaint pas, tout va bien, hein. Si elle le vit de manière heureuse, bon bah il y a aucun souci, elle s'arrange avec ça, voire elle est épanouie là-dedans, donc voilà, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. Mais quand elle commence à en souffrir et qu'elle se maintient dedans, alors qu'elle sait très bien que quelque part c'est inadapté et ça ne lui correspond pas, c'est qu'il y a probablement des choses qui l'animent en elle, dont elle n'est pas toujours consciente, qui la mobilisent à se maintenir là-dedans, et c'est ce qu'on va regarder. Voilà, donc dans un premier temps, regardez qu'est-ce qui est pas conscient, qui agit à son insu, et qui pourrait faire en sorte qu'elle reste dans cette souffrance et qu'elle n'arrive pas à se séparer de la personne ou arrêter ce type de relation. Bien souvent, on va voir qu'elle essaie, elle fait des tentatives pour rompre, mais souvent, il y a des allers-retours. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se décrocher de la relation, comme si elle ne peut pas s'en empêcher de continuer cette relation, alors que tout lui dit, même ses entourages, bien souvent ses amis lui signalent que pourquoi elle reste avec, quoi, pourquoi elle ne le quitte pas. Donc il y a des allers-retours très souvent dans ce type de relation, des décisions d'arrêter, de rompre, et une impossibilité presque de rompre, comme si elle ne peut pas s'en empêcher, et c'est ça qu'on va regarder. Et puis dans un deuxième temps, je donnerai aussi les pistes, les remèdes pour essayer d'aller mieux, d'être moins en souffrance, en tout cas d'alléger le côté souffrant, si elle décide de continuer à rester en relation avec quelqu'un qui ne peut pas donner beaucoup en fait, ou qui n'est pas franchement accessible. Donc en introduction, quand même dire qu'il y a des personnes qui fonctionnent bien avec des personnes mariées ou non disponibles, voire que ça arrange bien. Hein, tout le monde n'est pas en souffrance avec ça. De ce que j'ai pu observer, c'est quand même plus les femmes que les hommes qui sont en souffrance, même si ce n'est pas une généralité. Hein, parce que, de mon hypothèse, il y a quand même plus dans l'archétype du féminin de femmes qui ont besoin de se sentir protégées par les hommes, et donc vont se sentir insécurisées si au bout d'un certain temps, après le feu de la passion, le coup de foudre, si la relation ne se stabilise pas. Hein, et elle va dire comme ça que ça manque d'engagement, que l'homme ne veut pas s'engager. Bon, ça c'est ce qu'elle va projeter, hein. C'est vrai ou pas vrai, néanmoins, voilà, elle va faire une association de manque d'engagement, et peut-être des fois tous les hommes ne s'engagent pas, enfin des choses comme ça qu'on voit apparaître, qui ne sont pas forcément vraies, mais c'est sa manière d'être en souffrance sur un besoin de sécurité pas nourri, en fait. Voilà. Les hommes, souvent, le vivent mieux, hein, de relationner avec une personne indisponible, parce qu'ils ont peut-être moins à faire, ça c'est une hypothèse, pas une vérité non plus, avec ce besoin d'être en sécurité par la femme, par le partenaire. Donc voilà, la plupart du temps, ils s'en arrangent mieux que les femmes, on dirait ça comme ça, hein, mais certains hommes peuvent en souffrir aussi, hein, et donc on va voir aussi que ça stimule les besoins de sécurité, de stabilité, en tout cas de la même manière. Voilà. Après, ceux qui peuvent s'en arranger aussi, ce sont ce que j'avais dit une fois dans une autre conférence sur les frileux de l'amour. Ce sont ceux qui sont plutôt les évitants du contact, hein, qui se satisfont de peu de contact et qui se sentent vite envahis par l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Hein, et donc,
eux, particulièrement ceux-là, ça va les arranger de ne pas être trop envahis dans leur espace et que assez peu de relations finalement leur suffit, leur va pas mal. Donc ces personnes-là, au contraire, pour elles, c'est une opportunité d'avoir une personne pas très disponible, qui peut pas trop donner de son temps, qui est engagée ailleurs. Alors, qui peut être engagé comme un homme marié, une femme mariée, dans une autre relation, mais indisponible au sens large, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est marié ou qui a une autre histoire d'amour ailleurs. Ça peut être aussi une personne qui a une autre passion pour son travail, ou une passion, ou une mission, ou une passion pour l'art, donc elle n'est pas très disponible en fait. Et que ce soit sur une autre relation, ou sur une passion, ou une activité, en fait, ces personnes-là qui fonctionnent avec peu et se sentent envahies, peu importe, ça va les arranger de toute manière, d'avoir leur espace et de gérer leur solitude et de ne pas être trop avec l'autre en fait. Voilà. Ensuite, à mon sens, ce n'est pas la même chose de vivre une relation avec une personne mariée ou indisponible quand on est jeune, quand on a 20-25 ans, et d'y rester, de s'y maintenir, tout en s'en plaignant, que si on a déjà fait un bout de vie, un bout de chemin, une famille, des enfants, il y a quand même une différence notoire. Probablement chez les jeunes, et je pensais notamment aux jeunes femmes de 25 ans, de rester avec un homme marié comme ça, qui n'est pas vraiment disponible, avec qui elles ne vont pas pouvoir faire vraiment un couple et une famille. Peut-être une manière aussi de projeter quelque chose de leur histoire par rapport au père ou par rapport à l'homme, à la représentation de l'homme, comme si c'était pas possible pour elles d'avoir quelque chose de tranquille, de doux, de cocon, comme s'il fallait répéter ou reproduire des vieux schémas. Alors, comme c'est pas toujours conscience ce qui nous agit, ce qui nous meut à fonctionner, je vais vous proposer maintenant d'éclairer un peu et de voir qu'est-ce qui peut conditionner ce type de fonctionnement qui reste souffrant pour la personne, parce que très souvent, moi je les vois apparaître comme des victimes, en s'en plaignant, en étant vraiment malheureuse de ça, tout en ne sachant quoi faire, en étant démunies comme impuissantes pour vraiment rompre ou pour aller bien avec ça, en fait, tout simplement. Donc la première chose que je peux voir souvent apparaître chez ces personnes-là, c'est je ne mérite pas d'obtenir l'amour dont j'ai besoin. Donc, je vais le marquer. Alors ça peut être ça, je ne mérite pas d'obtenir ce dont j'ai besoin. Ici, c'est l'amour dont j'ai besoin. Le je ne mérite pas, c'est un élément scénarique qui agit à l'intérieur de la personne, qui est comme une inscription et qui fait en sorte que, bien que de tout son cœur, de toute son âme, elle souhaite recevoir de l'amour, c'est comme si il y a une croyance au fond d'elle qui dit oui, mais les autres, mais pas moi. Donc, et d'ailleurs très souvent je l'entends dire comme ça, tous les mecs bien sont pris, par exemple si c'est une femme, mais c'est pas pour moi, comme si elle n'y avait pas le droit, comme si elle n'avait pas le droit à fonctionner avec de l'abondance, et comme si c'était mieux si elle pouvait fonctionner en pénurie en fait. Voilà, donc ça c'est une première chose. Je ne mérite pas d'obtenir l'amour dont j'ai besoin. Une deuxième chose qui peut apparaître aussi, c'est je désire plus que tout maintenir le feu de la passion. Deuxièmement, maintenir le feu de la passion. Alors, on entretient la flamme. Ce qu'on va voir apparaître dans ce fonctionnement des personnes qui restent en relation avec des partenaires mariés ou indisponibles, c'est qu'il va y avoir à la clé
la passion qui s'entretient d'elle-même. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'autre n'est pas capté, l'autre n'est pas acquis. Il n'y a aucune justement stabilité, elles s'en plaignent, mais à la fois, le bénéfice de ça, c'est que ça permet de maintenir le feu de la passion. Donc le désir est toujours une tension qui est sans cesse renouvelée. Et finalement, quelque part, il y a un intérêt à ça. Hein, comme si c'était mieux que le calme plat. Et que très souvent, la tolérance à quelque chose de linéaire, de lisse, ne leur correspond pas, ne leur va pas si bien que ça. Donc mine de rien, c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, il y avait ce goût de l'intensité qui est procuré par la relation impossible et qui va faire en sorte que c'est plus attractif que quelque part quelque chose de plus tranquille, de plus plat. C'est vécu comme plat, mais c'est pas plat, de plus sécure, on va dire. Hein. Voilà. Et la personne qui n'est pas captée, elle n'est pas acquise, donc il y a toujours une tension qui est maintenue, une tension qui est là sans cesse et qui fait que la personne, elle s'imagine que ça serait tellement mieux si elle était acquise, mais en fait, elle va rêver à l'idée de l'avoir pour elle, comme si c'était quelque chose d'impossible, mais elle est plus accrochée au rêve, parce que ça la maintient en désir, que de l'avoir réellement. Et ceci pourquoi ? Parce que très concrètement, quand on est confronté au réel, c'est plus la même chose que dans le rêve. Hein, il se trouve que cette personne qui maintient le feu de la passion en rêvant la relation, en imaginant que ça serait tellement mieux si, en fait, elle est dans son idéal. Si je l'avais, je serais heureuse, je serais comblée, tous mes besoins seraient comblés, ce serait le bonheur. Mais je ne l'ai pas. Donc le réel, ici, donc elle est dans le rêve, hein, elle rêve la relation. Et le jour où ça descend dans le réel, ça arrive des fois, hein, où elle a pu faire des couples dans le réel sur plus ou moins long terme, mais en général, ces personnes-là se rendent compte que c'est assez décevant dans le réel. Pourquoi ? Parce que dans le réel, il y a des chocs avec la réalité. Et la réalité est toujours beaucoup plus décevante que le rêve, que ce qu'on peut s'imaginer. Donc plus c'est quelqu'un qui a l'habitude, en général, pas que dans la relation amoureuse, de rêver la vie, de fabriquer un idéal de comment ça serait tellement bien si, et ça se pose partout, elle le fait aussi dans la relation amoureuse, et plus l'idéal est élevé, plus les chocs avec le réel sont durs, plus l'écart avec la réalité va être difficile à absorber. Et donc il y a toujours une grande déception pour elle à fonctionner avec la réalité, c'est pour ça qu'elle repart dans le rêve. Donc elle va rêver la relation plus que de la vivre en fait. Et on va voir une forme d'addiction à l'intensité, hein, ou au goût savoureux du rêve de l'amour. Je vais dire ça autrement, elle va être amoureuse de son émoi amoureux. Voilà. Et c'est plus important presque que si elle obtenait ce dont elle rêvait. Parce que le jour où elle obtient, il y a de la déception. Hein. De toute façon, la réalité ne peut pas tenir le rêve. Jamais. Il va y avoir effectivement des désillusions, des déceptions dans le concret, le quotidien. Vous savez d'ailleurs, hein, c'est moins amusant que quand on imagine un rêve d'amour. Ceux qui font des couples au quotidien, il y a une routine, il y a une usure du désir, il y a le réel, il y a les courses, il y a la logistique, il y a les enfants. Donc voilà, il y a quelque chose qui va éteindre la flamme, en tout cas qui fait que c'est plus difficile à maintenir le feu de la passion dans un quotidien, hein, que dans un rêve. Et très souvent, elles vont se shooter au rêve d'amour. Voilà. Autre chose, il peut aussi y avoir, pour certaines personnes, dans ce même ordre d'idées, une fascination de l'image. Hein, donc il y a quelque chose de fascinant à rêver. Fascination pour l'image de l'état amoureux, de l'émoi d'amour. Hein. Si je reprends les origines de ça,
On va trouver ça beaucoup dans l'amour courtois, à l'époque des troubadours, ou au Moyen-Âge, là, il y avait tout un mouvement très poétique d'ailleurs autour de ça. Mais il s'agissait pour les amoureux d'évoquer une belle, donc de l'honorer, mais c'était une image. Il ne fallait pas qu'elle redescende dans le réel. Il fallait qu'elle reste inaccessible, cette femme. Tant qu'elle était inaccessible, il pouvait lui dédier des poèmes, des chansons, lui faire la cour des années durant, mais il ne fallait surtout pas qu'elle redescende dans le réel et qu'elle se rende accessible. Il ne fallait pas de passage à l'acte. Voilà. Et donc on va trouver les origines de cette fascination pour l'image, qui a tellement donné d'ailleurs source à de l'art, en fait, quelque chose de transcendant, de sublimé, de magnifié, mais qui préfère en rester là plutôt que de rentrer dans la réalité, de s'incarner dans le réel. Donc c'est une fascination pour l'image. Il y a aussi, pour donner des exemples de ça, au Japon, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les otaku, qui sont des amoureux de la bande dessinée et qui préfèrent... qui sont amoureux de personnages de bande dessinée qui sont dans des magnifiques images, et qui préfèrent le virtuel, c'est-à-dire préfèrent rester plongés dans leur bande dessinée, fascinés par l'image, plutôt que d'aller trouver de vrais partenaires dans le réel. Et puis, autre exemple aussi de la littérature qui a beaucoup été organisée autour de cette fascination romantique pour l'image romantique, qui me fait penser à un roman contemporain d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, que probablement certains parmi vous ont lu. Et dans ce roman, on voit apparaître toute la fascination pour l'extraordinaire. Dès le départ du roman, les sentiments sont exacerbés parce qu'ils ne sont pas ensemble. Et parce qu'ils imaginent combien ça pourrait être heureux de se rencontrer et de s'unir l'un à l'autre, mais c'est juste impossible. Donc tant que ça reste impossible, l'amour est extraordinaire et il est totalement magnifié, et le roman est un des plus beaux chefs-d'œuvre de la littérature française d'ailleurs. Donc voilà, c'est magnifique de voir combien dans l'extraordinaire la flamme s'enflamme, on va dire ça comme ça, et que la fin reste tragique, puisque à un moment donné, quand ils peuvent vraiment s'unir et donner cours à leur liaison, alors ils préfèrent se suicider ensemble, mais la fin est vraiment tragique. Et parle bien de cette difficulté de descendre dans la réalité, et que presque, et là dans cette histoire-là, effectivement, il valait mieux rêver l'amour et en rester là. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas toujours éclairée chez les personnes qui sont victimes et qui se plaignent de souffrir dans ce type de relation. Alors, autre chose aussi du même genre qu'on va voir apparaître, c'est que du coup, il va y avoir un conflit entre le besoin de sécurité et le besoin, d'explorer ou d'aventure, d'explorer ou de sentir l'intensité. L'exploration, c'est le goût de l'aventure, le goût de l'intensité, le goût de la rencontre, de la découverte, du neuf, qui va s'opposer avec le besoin de se sentir en sécurité, de se sentir dans une relation stable, qui demeure, qui est garantie, qui est tranquille, plus pépère, quoi. Et donc, ici, les deux besoins s'opposent. Donc, la personne, elle va osciller sans le savoir, entre un inconfort du besoin de sécurité, de ce conflit, entre le besoin de sécurité et le besoin d'intensité, d'aventure, d'explorer, de flamme maintenue, choses comme ça. Et ce conflit interne fait qu'un coup elle bascule, elle oscille plutôt dans j'ai besoin d'engagement, ça serait tellement mieux si mon besoin de sécurité n'est pas rempli, n'est pas satisfait et je suis malheureuse parce que de plus j'attends de la sécurité par un objet d'amour, extérieur à moi,
J'attends que l'autre me sécurise et donc s'engage pour me donne des signes comme quoi il est là et ça va me sécuriser. Hein. Et c'est légitime aussi, hein, mais quelque part il y a une attente que quelqu'un de l'extérieur vienne satisfaire ce besoin-là. Hein. D'autant plus si dans l'enfance il n'y avait pas suffisamment de sécurisation par le pôle maternel ou paternel. Hein. Si dans la famille d'origine on ne trouve pas suffisamment de socle de sécurité, à ce moment-là, la personne va grandir et va projeter son besoin à l'extérieur. Elle va attendre d'un partenaire qu'il devienne son pôle de sécurité pour remplacer ou réparer ce qui n'a pas été le cas dans son enfance. Voilà, donc ce besoin de sécurité, parfois il va être fort et il va titiller contre le besoin d'exploration, le besoin de tension, hein, du désir qui maintient toujours en tension. On dit parfois aussi que le désir naît du manque. Donc quand il y a manque, il y a la tension du désir qui est permanente. Hein. Donc ce conflit ne va pas se résoudre, va rester en suspens en fait. Donc il y a une partie de la personne qui a besoin de ça et l'autre qui a besoin de ça. Et donc ça maintient un conflit interne qui n'est pas toujours vu et qui fait qu'à un moment donné, la personne, soit elle peut en tomber malade, soit elle peut déprimer, soit elle peut je ne sais pas quoi. En fait ça peut donner lieu à des symptômes divers et variés où la souffrance va vraiment être présente. Voilà. Et plus le conflit est fort, plus la souffrance est forte. Hein. Je dirai après comment résoudre ça. Autre chose aussi qu'on peut voir, qui peut motiver ce type de fonctionnement et qui peut appuyer fortement dessus, c'est ce que j'appelle le conformisme. Alors c'est quoi le conformisme ? C'est le fait de vouloir se conformer à l'environnement socio-culturel. Alors il est quand même de il est quand même de bonne famille, de bon raisonnement, dirais-je comme ça, de faire en sorte de vivre une relation de couple dite stable, comme Madame Tout-le-Monde. Et très souvent, ces personnes-là se plaignent de ne pas vivre un couple classique, justement parce qu'elles n'y arrivent pas. Elles sont avec quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est marié, qui ne peut pas lui offrir ce couple classico-classique dont elles rêvent tant. Parce que la société appuie dessus. On vit encore à une époque où c'est presque pas normal de rester, un peu moins maintenant, mais de ne pas faire de couple. En tout cas, de faire un couple avec quelqu'un de marié ou d'indisponible, ça ne se fait pas. Hein, c'est pas normal. C'est mieux d'être avec. On l'entend hein, dans le grand public. Hein, on entend. C'est mieux quand c'est engagé. C'est mieux quand ça dure longtemps. C'est mieux quand c'est stable. Voilà, on entend des choses comme ça. Alors après, quand c'est pas remis en question, c'est embêtant parce que la personne peut s'appuyer sur ses bonnes amies ou ce qu'elle a compris dans l'environnement, comme quoi c'est quand même mieux d'être conforme, de faire comme tout le monde, et que si elle ne fait pas comme tout le monde, elle est forcément malheureuse. Voilà. Donc elle a associé ça, ce qui n'est pas forcément sa réalité, mais une croyance reste imprégnée dans le sujet, et très souvent la croyance prend le pas sur une réalité. Donc même si elle le vit bien, et que pour elle, c'est important de faire comme Madame Tout-le-Monde. On lui a dit, elle l'a entendu, ça fait des années depuis qu'elle est petite, qu'on la bassine avec les contes de fées, le prince charmant qui vécurent et se marièrent heureux, etc. Donc à partir de là, il n'y a aucune raison qu'elle ne trouve pas son prince charmant pour faire des enfants jusqu'à la fin de sa vie et vivre heureuse. Donc cette histoire de se rendre conforme n'est pas toujours vue de manière très claire, et peut rendre malheureuse la personne qui croit que ça serait mieux si elle était dans une relation stable, de longue durée, avec quelqu'un qui est là tout le temps à ses côtés. Et de nouveau, c'est pas forcément vrai. Hein. Donc le conformisme peut appuyer, surtout s'il n'est pas questionné, s'il n'est pas revisité.
Voilà, un autre aspect chez ces personnes-là. Autre chose aussi, c'est ce scénario de victime. Hein. Donc, ça va avec. Donc la victime, c'est-à-dire qu'elle va se plaindre, elle va être souffrante, et donc elle va se plaindre de cette situation sans être actrice, sans se donner, sans pouvoir retrouver le pouvoir. C'est comme si elle donne le pouvoir à l'autre. C'est le partenaire, c'est l'autre qui a tout pouvoir, l'autre est l'objet d'amour fascinant, et lui est en mesure de la combler, et notamment de combler tous ses manques, tous ses besoins. Et il y a un imaginaire autour de ça qui fait qu'elle donne le pouvoir à l'autre. Et plus elle donne le pouvoir à l'autre de la rendre heureuse, plus elle perd le sien. Voilà. Ce qui va générer une posture de victime où elle va se maintenir là-dedans. Et elle oublie qu'elle a des stratégies qu'elle n'a peut-être pas encore découvertes sur comment se rendre heureuse sans passer par le biais unique du partenaire. Hein? Il y a peut-être plein d'autres biais pour se faire du bien dans la vie. Mais ça, c'est comme si c'était beaucoup moins. Les autres stratégies sont moins importantes, ou en tout cas pour elles, donnent moins d'intensité ou de plaisir. Elles accordent moins d'importance aux autres stratégies que à ce que peut offrir le partenaire, l'objet d'amour, le partenaire amoureux. Voilà. Donc c'est comme si celui-là, cet autre qui est là, vient combler quelque chose que rien d'autre ne peut combler à la place. Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Il faudrait regarder. J'avais fait une autre vidéo sur se libérer de la dépendance affective où j'avais mis le focus là-dessus en disant que ce partenaire amoureux là qui est marié, indisponible, inaccessible, les moments où la personne est en contact avec, cette personne va lui permettre de sentir quelque chose à l'intérieur d'elle. Ça peut être le fait de se sentir vivante, le fait de se sentir protégée, le fait de se sentir tranquille, détendue, sécurisée, peu importe. Quelque chose qui est nourri ici, qui ne peut pas être nourri soi-disant par d'autres stratégies. Donc elle doit apprendre, et ça fait partie des pistes, à trouver d'autres biais pour nourrir cette sensation, ce sentiment qui a été touché par le partenaire. Voilà. Sinon, elle est complètement dépendante. Donc, elle est victime de tout ce qu'elle projette sur l'autre, et pieds et poings liés, du coup, au partenaire amoureux. Ça devient une prison. L'idée que seul lui peut lui offrir un bien-être, un sentiment de tranquillité, un sentiment d'être vivante, etc., etc. Pour une anecdote, une de mes patientes comme ça qui vit ça, et donc qui me disait comme ça très récemment que vraiment avec cet homme marié ou pas disponible, ce qu'elle pouvait toucher qui était si extraordinaire que ça, c'était, enfin j'en rigole mais c'est pas drôle pour elle, c'était le fait d'être comme dans les bras d'un gorille, et donc de se sentir complètement contenue, contenue, protégée, et c'est quelque chose d'archaïque qu'elle ne peut pas, dont elle n'a pas très conscience déjà, et comme si ça c'est juste avec cette personne-là qu'elle peut le sentir. Donc je lui ai fait examiner le fait que peut-être elle pouvait commencer à le trouver par d'autres intermédiaires, sinon elle va passer son temps à être accrochée à une et une seule personne unique pour trouver ça. Voilà. Et donc de victime, ce que je voulais dire aussi, c'est que de victime, elle va en général passer à persécutrice ou persécuteur. C'est-à-dire qu'elle va finir par devenir exigeante sur l'autre, mettre la pression sur l'autre pour obtenir ce dont elle a besoin qu'il ne lui fournit pas. Alors ça va se passer comment ? Elle va mettre des pressions sur le temps, elle va dire oui mais est-ce que tu peux me donner plus de temps dans ton agenda ? Et puis moi tu vois je suis très malheureuse parce que tu me donnes pas de temps. Tu passes pas assez de temps avec moi, donc donne-moi plus de temps. Donc par exemple, ou Noël, alors on est Noël, jour de l'an, les anniversaires, voilà, tu les passes pas avec moi, c'est insupportable, je suis vraiment malheureuse. Et comment ça se fait ? Est-ce que tu te rends compte que je suis malheureuse ? Donc en étant soit victime, elle peut passer à persécuteur dans le fait de mettre la pression sur l'autre et de devenir exigeante.
exigeante de par la souffrance. Et donc, du coup, en général, ce qui se passe, c'est que plus elle est dans l'exigence, plus elle est contrôlante, et plus ça fait fuir l'autre, en fait. Parce qu'il ne se sent pas libre de venir à elle quand il le sent. Son élan naturel, presque, va faire un pas en arrière, parce qu'il va la trouver exigeante. Et dans cette exigence, il n'y a pas d'amour. Il y a je te veux, je veux t'avoir, t'avoir dans le verbe avoir, mais je ne te laisse pas être tel que tu es. Alors, je veux t'avoir à moi parce qu'ici j'ai un manque. Et toute relation qui part d'un manque de moi est forcément vouée à l'échec, quoi. Parce que c'est une relation qui part d'un vide et non pas d'un plein. Si je manque d'un moi pour aller dans le lien à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose à regarder et à réparer avant d'aller dans la relation. Et ça, c'est tout le travail de thérapie, mais ça peut être fait aussi par d'autres biais. C'est je vais d'abord apprendre à visiter l'unité avec moi-même, petit 1, le 1, je goûte ce que je suis avant de partir dans la relation. C'est-à-dire, est-ce que je peux sentir cette plénitude, cette complétude déjà en moi, par moment, je ne dis pas tout le temps, pour éviter de partir dans la relation avec ce manque de moi. Ça s'apprend, à se toucher, à se goûter, et à voir aussi qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas... Parce que souvent ces personnes-là disent « mais je sens rien quand je suis seule, je sens peu, je sens le vide, j'ai peur de ce vide, c'est effrayant, donc je me tourne vers la relation pour ne pas me sentir vide, pour sentir le plein. » Mais il y a quelque chose qui est à revisiter, qui est à goûter. Je ne suis ni mes pensées, ni mes croyances, ni mes mémoires du passé, ni mes émotions, ni etc. Je suis ce qui est là, maintenant, et je suis au-delà de tout ça, de tous mes conditionnements. Donc est-ce que je peux simplement goûter l'unité, goûter la plénitude de tout ce qui me traverse, À partir de là, je ne suis pas en vide de moi, je suis avec tout ce qui me traverse en moi. Donc je vais être beaucoup plus tranquille pour partir dans la relation à deux. Donc la première chose dans les pistes qu'on peut donner pour remédier à ce fonctionnement souffrant d'être en relation avec quelqu'un de marié ou de non disponible, c'est de goûter au jeu dans l'unité, dans une forme d'unité avec soi-même. Ou je vais, dit autrement, c'est une autre forme, je vais apprendre à mettre le zoom sur moi, faire retour sur moi et à m'aimer. C'est-à-dire à prendre soin de moi, à trouver des stratégies pour aller bien avec moi-même, à me faire plaisir. Donc éviter de partir dans le mendiant d'amour. Et donc à être ce qu'on appelle l'amant intérieur, c'est-à-dire tout ce que je veux demander à l'autre, je me l'offre à moi-même. Si par exemple je suis avec un homme marié qui me donne peu de temps, ou peu de cadeaux, ou peu d'attention, je vais me les offrir. Mon amant intérieur, c'est une partie de moi que je vais développer pour me donner à moi-même, m'offrir à moi-même ce que j'attends de l'autre. Ce qui va réparer un peu cette histoire de partir d'un manque de soi, ici, pour aller dans la relation. Alors, on le fait tous quand même, plus ou moins, cette histoire-là, d'aller se perdre dans la relation, plus ou moins, je dirais, parce qu'il y a à la naissance un sentiment de séparation qui fait qu'on croit qu'on a besoin de se compléter par l'autre. Et je le dis souvent que le fait de croire que à l'extérieur, donc l'attention est mise à l'extérieur pour se compléter, pour revenir à soi, ce mouvement est celui-là. Je pars sur l'extérieur, je suis fascinée par l'extérieur, par la relation, et notamment la relation amoureuse, pour venir compléter quelque chose où je me sens incomplet. Et donc en tournant toujours son attention vers l'extérieur, il va y avoir une fascination de l'intensité de ça, c'est intense, mais on va oublier qu'il y a de l'intensité ici. On va oublier de faire ce mouvement de retour, dont Jésus parlait, puisqu'il disait Teshuva, c'est faire retour sur soi, c'est la seule chose que vous puissiez faire dans votre vie, c'est à chaque fois que vous faites ça. Et donc de faire retour sur soi, c'est de se rendre compte
combien l'intensité, au lieu d'être là, elle est là, que tout se passe ici. Et que cette fascination de l'intensité extérieure, en fait, elle n'est pas remarquée à l'intérieur. Elle est juste pas remarquée. C'est-à-dire que vous notez pas dans votre seul à seul combien vous pouvez être dans une forme de qualité, qualité du plein, qualité de présence tout simplement, qui est moins intense qu'à l'extérieur, mais qui peut devenir petit à petit goûteux, jouissif et aussi intense, si ce n'est plus, que quand vous êtes fasciné par l'extérieur. Donc ce retour à soi va être une des pistes premières, je dirais, pour pouvoir fonctionner de manière agréable et vivante avec quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est marié, qui peut offrir que ce qu'il ne peut offrir, pas plus. Voilà. Et donc de rester avec. Parce que si vraiment c'est trop souffrant, alors j'arrête la relation une bonne fois pour toutes. Hein. Sinon, si je me maintiens, c'est que, encore une fois, bien souvent, tout ce dont j'ai parlé avant continue d'agir à mon insu et j'en suis pas consciente. Dans les scénarios aussi qui peuvent activer ce type de fonctionnement, il peut y avoir dans l'enfance, j'en ai pas encore parlé, mais soit une rivalité dans la fratrie, hein, voilà, qui fait que la personne avait moins d'importance, elle l'a vécu comme ça, hein, elle se sentait moins importante que ses frères et ses sœurs, moins encouragée ou moins de place ou moins importante. Donc du coup, soit elle va reproduire ce schéma, hein, je vais être toujours la numéro 2, donc je peux fonctionner avec un homme marié ou pas disponible parce que j'arrive en numéro 2, donc je reproduis ce pattern, ou alors je vais chercher la compétition, donc il faut que je rivalise avec d'autres femmes et d'autres hommes, ou une passion, ou une mission, etc. Je suis sur un terrain de compétition avec les autres partenaires ou les autres objets, pour sentir la tension et reproduire ce scénario de rivalité. Mais l'histoire, c'est qu'elle ne peut toujours pas être la numéro 1, c'est-à-dire avoir la place prioritaire dans le regard du partenaire. Voilà, ça peut être un scénario comme ça, ou un scénario d'enfance de carence affective. Hein, j'ai pas reçu assez de chaleur, de maternant, de contenant, et donc j'ai manqué d'amour en fait, hein, et donc je vais rejouer cette pénurie. Hein, je me retrouve avec un partenaire qui ne peut m'offrir que peu, donc me retrouver encore en fonctionnement de pénurie. Ça m'est familier, ces souffrances certes, mais ça m'est familier, je ne connais que ça. Et voir ce qui va aller avec ici, c'est que je vais donner beaucoup aux autres. Donc je veux vraiment sauver, materner, couver, protéger les autres. Mais pour moi, je suis habituée à peu, j'en souffre, mais c'est connu. Voilà. Donc la carence affective, il peut y avoir... il peut y avoir aussi un couple défaillant, hein, qui étaient les parents d'origine, et où il y avait des disputes et des conflits et ou de l'infidélité. Hein. Et donc l'enfant a été témoin d'une souffrance d'un des deux parents sur des histoires d'infidélité. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui est connu, habituel, et il va reproduire ça. Voilà. Donc ces inscriptions dans l'enfance vont faire partie de ce qu'on appelle le scénario de la grande personne. Hein. Très souvent c'est oublié, elle a oublié qu'à cause de ça, elle est devenue comme ça, et que du coup, les blessures du passé sont toujours omniprésentes, qui l'empêchent de relationner de manière confortable ou agréable avec un autre. Donc une autre des pistes évidemment qui est peut-être après celle d'être capable de goûter le plein en soi, ça serait de guérir les blessures du passé. Voilà. Si vraiment je fais ce travail qui
qui est vraiment quelque chose d'imparable, hein. On ne peut pas le faire tout seul, on ne va que buter toujours et encore plus sur nos blessures, c'est beaucoup trop complexe pour ça. Donc c'est important qu'à un moment donné, se rendre compte que quand c'est trop souffrant, il y a des blessures du passé à revisiter et à transformer. Alors on ne guérit pas totalement, on ne s'en libère pas totalement à 300%, hein. Il y aura toujours une sensibilité sur, voilà, sur les inscriptions de l'enfance, mais on peut, en faisant un vrai travail, on peut vraiment s'alléger, alléger le système, être beaucoup plus tranquille, être moins automatiquement happé sur par exemple je ne mérite pas l'amour, ou j'ai pas de valeur, je suis pas importante, je peux pas prendre ma place, ou je peux pas être en contact avec mes besoins, donc je peux pas me donner de l'abondance, je vis en pénurie, des choses comme ça. Donc ça peut vraiment s'arranger et s'alléger, hein. Se libérer complètement non, parce que les conditionnements sont vraiment omniprésents et inscrits, mais la sensibilité, elle peut rester en trace sans que ça pose problème et que ce soit vraiment souffrant. Donc c'est vraiment le travail qui est conséquent, qui est vraiment important. La toute première chose, c'est de guérir les blessures du passé, tout en étant de plus en plus en contact avec ce goût de soi, hein, ce goût de soi. Voilà, donc ça va être une chose vraiment importante. Ensuite, évidemment, on va pouvoir partir dans la relation à deux avec quelque chose de plus détendu, de moins contracté, et qui va permettre à l'autre de l'accepter tel qu'il est. Marié, pas marié, disponible, indisponible. Et donc, plus je peux prendre l'autre à l'endroit où il est, et plus l'autre va probablement avoir un élan de se sentir libre de venir vers moi ou pas, quoi. Et donc, il va pas sentir cette pression, et il va être plus tenté, en général, plus il se sent libre, et plus il se sent aimé, et plus il va être tenté, normalement, de revenir vers moi. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, la personne qui se sent mal, ou qui vraiment vit mal le fait qu'elle donne peu, elle va plus rester avec ce type de personne-là. Elle va choisir se tourner vers d'autres partenaires, et puis délibérément rencontrer d'autres personnes, parce qu'elle aura évolué et fait ce travail sur elle. Donc elle ne pourra plus se satisfaire d'un partenaire qui n'est pas à la hauteur de son jardin à cultiver.